Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous évoquons cette semaine les conséquences sociopolitiques de la pandémie de la maladie à coronavirus. Notre invité pour nous accompagner sur ce plateau, c'est un député togolais, Bassabi Innocent Kabara, qui nous fait l'honneur d'être là. Monsieur Kabara, bonjour. Bonjour. Et donc, député à l'Assemblée nationale, président du PDP, Parti démocratique panafricain. Il est le président de la commission éducation et développement socio-culturel à l'Assemblée nationale du Togo. Et donc, merci de nous accompagner pour cette seconde partie, au cours de laquelle vous allez répondre aux questions des téléspectateurs en direct. Ils nous écrivent sur les réseaux sociaux, sur nos comptes Facebook, Twitter et WhatsApp. J'espère que vous aurez l'amabilité de leur répondre. Non, ça sera avec beaucoup de plaisir que nous allons nous soumettre à cet exercice que nous aimons très bien. Et pour ce début, nous allons prendre la température de deux pays de la sous-région ouest-africaine, le Mali et la Côte d'Ivoire, en compagnie de Dr Yabi Gilles. Merci de rester avec nous en duplex de Dakar au Sénégal maintenant. Nous avons avec nous Dr Olakunle Gilles Yabi. Il est le fondateur du think tank Wachi. Gilles Yabi est économiste de formation. Il a été auparavant directeur régional d'International Crisis Group et journaliste à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Gilles Yabi, bonjour. Bonjour. Nous allons évoquer avec vous les conséquences de la pandémie de la maladie à coronavirus sur la sphère politique dans quelques pays en Afrique. Je voudrais qu'on commence avec le Mali qui nous donne quelques illustrations avec les mouvements de contestation de ces derniers jours. Alors, docteur Yabi, est-ce que cette contestation provient d'une frustration politique, de la conjoncture économique ou de la menace sécuritaire? D'où vient cette fronde contre le président Ibeka? Oui, bonjour à nouveau, c'est un plaisir d'être avec vous. Je crois que la crise au Mali, comme tout le monde le sait, elle est profonde, elle date de 2012, on est quand même en 2020, donc ça fait 8 ans. Et je crois que le dernier développement, la fronde contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, elle ne peut pas être liée seulement à des événements de court terme et elle n'est certainement pas liée directement à la crise sanitaire. Il s'agit d'une crise politique, qui s'est aggravée au cours des dernières semaines par les résultats des élections législatives qui ont été contestées et notamment par des renversements de résultats par la Cour constitutionnelle du Mali. Et je crois que c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais la contestation évidemment politique du président Ibeka était présente déjà depuis des mois, voire des années au Mali. Est-ce que le président Ibrahim Boubacar Keïta a les moyens pour faire face à la fois aux attaques djihadistes, aux mouvements de contestation, à la pesanteur économique, parce qu'avec la crise du coronavirus, la populisation s'est accentuée. Est-ce qu'il a les moyens de faire face à ce cocktail, on va dire, dévastateur? À nouveau, comme je le soulignais, la crise au Mali, elle est multidimensionnelle. Elle est à la fois sécuritaire, politique et évidemment économique et sociale. Lorsque vous avez une situation sécuritaire qui ne s'améliore pas depuis des années, évidemment, vous ne pouvez pas non plus apporter des réponses aux besoins économiques et sociaux. Et je dirais même que la crise est quasiment morale, c'est-à-dire qu'on a aussi une division de la société malienne qui est très importante et surtout une part de confiance entre les citoyens et la classe politique. Et dans ces conditions, ça va être très difficile pour le président de faire face à ces multiples défis. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si un éventuel départ du président Ibeka dans des conditions quasiment d'insurrection populaire ne va pas accélérer encore la décomposition du pays. Et je crois qu'il faut être extrêmement prudent sur les derniers développements et savoir que de toute façon, ce n'est pas seulement une question de personnes. Ibeka, clairement, fait peut-être partie aujourd'hui beaucoup plus des problèmes que de la solution, mais son départ ne va pas miraculeusement améliorer l'état de l'armée malienne, ne va pas miraculeusement apporter des réponses aux défis économiques et sociaux. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport au développement aujourd'hui politique au Mali. Et quelle peut être alors sa porte de sortie à Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta?
Ben, vous savez, moi, je pense qu'on ferait mieux dans nos pays, dans notre région, de ne pas nous attacher principalement aux personnalités. Et à nouveau, la crise au Mali, elle va au-delà de la personnalité et même de l'avenir politique d'Ibeka. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est vraiment la possibilité de ne pas aggraver la crise. Il ne faut même pas espérer une amélioration significative de la situation. Lorsqu'on connaît la situation du Mali, malheureusement, on ne peut pas être optimiste à court terme. Mais par contre, il faut faire tout pour éviter que la situation ne se dégrade davantage. Et donc, je crois que la porte de sortie, c'est la discussion, c'est le dialogue. Je ne pense pas qu'un départ d'Ibeka soit nécessairement aujourd'hui la solution à court terme, parce qu'il y a un risque trop important que cela approfondisse plutôt les divisions. Mais je pense qu'il faut effectivement une nouvelle discussion, une nouvelle concertation nationale, et qu'il faut aussi faire attention au fait que cette mobilisation aujourd'hui, elle est portée par des acteurs politiques, mais elle est quand même incarnée par un acteur religieux. Et je pense que là, on peut avoir aussi un précédent qui peut poser problème non seulement pour le Mali, mais pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, il n'y a pas une porte de sortie miraculeuse. Il faut discuter à nouveau et trouver, disons, une nouvelle union politique derrière un programme de gouvernement. Ce n'est pas simplement une question de personnalité. On a changé beaucoup de premiers ministres au Mali depuis plusieurs années. Ça n'a pas vraiment changé la situation. Mais le président Ibeka, justement, a tendu cette main pour le dialogue, mais toutes les franges de la contestation ne sont pas disposées à s'ouvrir à ce dialogue. Il a même proposé, il a fait la promesse d'un gouvernement d'union. Est-ce que ce gouvernement qui rassemblerait toutes les forces politiques et peut-être religieuses du pays, est-ce qu'elle peut être la solution, la promesse du gouvernement d'union? Est-ce que c'est une alternative crédible? Je ne crois pas beaucoup au gouvernement d'union nationale comme étant une solution. À nouveau, les solutions, c'est pas simplement de rassembler des personnes, c'est d'avoir un agenda et un agenda qui correspond aux priorités du pays. Et donc, l'idée, c'est pas de proposer un gouvernement d'union nationale. L'idée, d'abord, c'est de discuter des dernières élections législatives. À nouveau, ce qui a accentué les divisions qui existaient déjà, une contestation qui existait déjà, ce sont les résultats de ces élections législatives. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la CEDEAO, qui a fait une mission, a proposé, d'une certaine manière, de revenir sur les résultats qui ont été validés par la Cour constitutionnelle, et notamment ces élections, de reprendre les élections dans certaines localités. Je crois que cette question des législatives doit être posée. Peut-être qu'il faut aller au-delà et aller carrément vers l'annulation de ces élections législatives, de manière au moins à donner un signal très fort d'écoute des populations et de la nécessité d'avoir une gouvernance politique qui soit respectueuse, disons, des défis et des demandes de la population. Ensuite, sur tous les autres points, la sécurité, le nord du pays, le centre du pays, honnêtement, il n'y a pas de solution miraculeuse et ce n'est pas en changeant forcément les hommes et le gouvernement qu'on va avoir une amélioration significative de la situation. Vous l'avez évoqué, la CEDEAO qui a dépêché une mission de bons offices là-bas au Mali. Est-ce qu'elle peut arriver à désamorcer la crise là-bas à Bamako? On a vu la CEDEAO ces derniers temps pas très efficace dans les différentes médiations qu'elle a menées. Oui, tout à fait, vous faites bien de le souligner. Je pense aussi que la CEDEAO, en tant qu'organisation régionale, s'est fragilisée au cours des dernières années. On la sent moins présente, moins influente en tout cas sur les développements politiques dans les différents pays. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, elle ait, disons, l'autorité nécessaire effectivement pour présider au dénouement de la crise au Mali. On a vu que la déclaration de la CEDEAO à l'issue de cette mission a déjà été contestée publiquement par le mouvement M5, donc le rassemblement des acteurs qui demandent la démission du président Ibeka. Mais je pense que la CEDEAO a une responsabilité et elle ne peut pas rester à l'écart de cette situation au Mali, qui à nouveau peut avoir des impacts sur l'ensemble de la région. Mais je pense qu'elle ne va pas nécessairement être celle qui va dénouer, mais je crois que c'est quand même important qu'on ait une organisation régionale qui joue un rôle dans ce type de situation pour faire en sorte que le dialogue puisse se faire au niveau national. Vous avez souligné que la crise au Mali, elle est profonde, mais de quoi souffre le Mali en réalité et quelle peut être la clé pour sa stabilité? À nouveau, on a un peu la faiblesse de penser que dans ce type de situation, il y a des solutions faciles à rechercher dans nos pays et qui produisent des résultats immédiats.
Le Mali est en crise depuis 8 ans, enfin depuis 2012, mais même avant cela, c'est un pays qui a connu des rébellions de manière successive dans le nord de son territoire. C'est un pays qui a été présenté longtemps comme un modèle de démocratie électorale, mais en réalité, les élections ont souvent été contestées et surtout, les élections ne représentent pas, à mon sens, l'essence de la démocratie. C'est un pays où la classe politique a perdu beaucoup de sa crédibilité à cause de la gouvernance, de la corruption et de l'absence de résultats économiques et sociaux. Donc, lorsque vous avez une telle situation, malheureusement, il n'y a pas de solution à court terme. Le Mali souffre d'un enchaînement de circonstances sur un tapis de faiblesse structurelle. Je pense que la solution, c'est en tout cas une qui doit être trouvée d'abord par les Maliens, pas simplement par la classe politique, mais par l'ensemble de la société malienne, par les forces qui veulent faire changer les choses. Et je crois que ça dépend aussi d'un accompagnement international qui ne vise pas à proposer des solutions, mais qui vise à accompagner les acteurs de la société civile et les acteurs de la société politique qui veulent vraiment renouveler la manière de gérer le pays. Donc c'est un vaste agenda politique et je crois que pour ça, il faut au moins qu'il y ait une situation, il faut qu'il y ait un peu de calme et de stabilité pour pouvoir entamer ces différents chantiers. On le voit très bien, c'est un dossier que vous maîtrisez, Dr Olakunle Giliabi, fondateur de think tank Wati. Vous êtes économiste de formation. Vous avez dirigé auparavant, directeur régional d'International Crisis Group et journaliste de l'hebdomadaire Jeune Afrique. Vous connaissez l'autre pays dont nous allons parler, la Côte d'Ivoire. Vous avez fait plusieurs publications d'ailleurs sur la situation sociopolitique là-bas sur place. Et certains redoutent, à quelques mois de la tenue probable de la présidentielle de novembre, une nouvelle période d'instabilité politique. Alors, est-ce que vous partagez cette analyse, vous aussi? Alors, je crois que pour la Côte d'Ivoire, on a aussi des raisons d'être inquiet. Alors, on n'est pas du tout dans le même scénario que dans celui du Mali, où à nouveau on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des groupes armés terroristes, il y a des groupes armés, des milices dans le centre. Donc la situation au Mali est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus dangereuse que celle de la Côte d'Ivoire. Mais je crois qu'on a eu récemment, il y a quelques semaines, une attaque côté ivoirien d'un groupe armé terroriste qui montre bien que la violence aux frontières peut aussi s'exporter en Côte d'Ivoire. Il y a déjà eu, il y a quelques années, bien sûr, l'attentat de Grand Bassam. Donc on a l'élément sécuritaire en Côte d'Ivoire et on a surtout l'élément politique. Le sentiment que j'ai sur la Côte d'Ivoire pour avoir travaillé sur ce pays pendant quand même une dizaine d'années, c'est qu'on tourne un peu en rond avec une classe politique qui là aussi ne se renouvelle pas. Comme vous le savez, l'ancien président Bédié vient quasiment d'annoncer sa candidature à la prochaine élection. Le président Ouattara ne sera pas candidat, mais a choisi un dauphin, le Premier ministre Don Coulibaly, qui est dans un état de santé pas très rassurant. Et surtout, on a l'impression que le jeu électoral ne sera pas vraiment totalement ouvert et que la machine du parti au pouvoir, le RHDP, va tout faire pour, d'une certaine manière, assurer l'élection de son candidat. Donc on a quand même un cocktail qui, là aussi en Côte d'Ivoire, sur le plan politique, ressemble beaucoup à ce qu'on a vu par le passé. Et même si je ne pense pas à la répétition de l'histoire et à la crise de 2010-2011, je crois que sur le plan politique, on a le sentiment que le pays tourne en rond et qu'on n'a pas tiré toutes les leçons des crises précédentes. Et il faut ajouter un certain dossier, on va dire politico-judiciaire, l'affaire de la drogue dans laquelle est impliqué l'actuel comment on dit, Premier ministre par intérim, Ahmed Bakayoko, qui est dans l'ombre de la succession d'Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, dont la liberté a été élargie récemment, Guillaume Soro, qui est poursuivi et condamné d'ailleurs. Alors, tous ces phénomènes, tous ces foyers chrysogènes, est-ce que ça ne risque pas d'exploser finalement avant cette présidentielle ? Oui, vous faites bien de souligner tous ces éléments à mettre dans la corbeille ivoirienne aussi et qui ne sont pas rassurants. C'est pour ça que je disais que j'avais le sentiment que les leçons n'avaient pas été tirées des crises précédentes. On a à peu près les mêmes acteurs politiques, peut-être quelques-uns qui émergent derrière comme
Bakayoko justement, mais qui était dans la politique ivoirienne derrière le président Ouattara depuis de nombreuses années. Le fait que Soro clairement ne puisse pas être un candidat, il est en exil, pourra pas rentrer au pays. Je crois que tout cela crée les conditions à nouveau de crispation très fortes. Et lorsqu'on a des crispations très fortes sur le plan politique, on ne peut pas exclure à nouveau la mobilisation de la violence. Je crois que les risques à nouveau ne sont pas les mêmes qu'en 2010-2011, où on avait deux camps en fait politiques, le camp Gbagbo et le camp Ouattara, qui pouvaient compter chacun quasiment sur une armée. Actuellement, on a quand même un déséquilibre assez clair au niveau du rapport de force. Et donc, les risques ne sont pas aussi importants parce qu'il y a au fond un camp qui semble être beaucoup plus fort que l'autre. Mais je crois que dans la situation régionale que nous connaissons, avec de l'instabilité aux frontières, il y a la possibilité, évidemment, pour des acteurs politiques aussi ivoiriens, de vouloir exploiter, disons, l'insécurité dans la région à des fins politiques. Et il y a la possibilité pour le pouvoir qui est en place de vouloir passer en force. Et tout cela, à nouveau, crée des risques importants de dérive en Côte d'Ivoire. Vous avez parlé de l'annonce du président Ouattara de ne plus se représenter à la prochaine élection présidentielle, mais avec l'évolution, les dernières évolutions, est-ce que vous pensez que ce sera son dernier mot? Est-ce qu'il est exclu qu'il revienne à la charge, le président Ouattara? Je crois que lorsqu'on analyse les situations politiques dans la région et même au-delà, il faut être très prudent. Et moi, je n'exclus rien. Je pense que en l'état des choses, il sera difficile pour le président Ouattara de revenir sur sa décision. Mais je pense qu'à nouveau, on ne peut pas exclure que des circonstances exceptionnelles puissent être mises en avant pour justifier éventuellement une décision du président Ouattara finalement d'être candidat. Je crois qu'il faut suivre effectivement attentivement les développements dans les prochaines semaines, surtout dès lors que du côté du PDCI, l'un des partis importants, en fait, le parti le plus important de l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, soit candidat à 86 ans. Évidemment, Ouattara avait beaucoup annoncé que si, au fond, il retrouvait les mêmes acteurs politiques de sa génération qui voulaient être candidats, lui aussi, il allait se porter candidat. Après, il a officiellement annoncé qu'il n'allait pas être candidat, mais je crois à nouveau qu'il ne faut rien exclure pour les prochaines semaines et les prochains mois en Côte d'Ivoire. Et parlons de l'autre larron, Laurent Gbagbo, qui a appelé la semaine dernière à un dialogue. Est-ce que vous jugez son appel sincère? Est-ce qu'un dialogue, un nouveau dialogue en Côte d'Ivoire peut permettre d'aplanir toutes les divergences que vous avez si bien soulignées? C'est un peu comme pour le Mali, le dialogue n'est pas une solution. Le dialogue crée les conditions de solutions envisageables. C'est-à-dire que le dialogue est plutôt une approche qu'une solution. Et donc, je crois que il vaut mieux avoir des situations où des acteurs qui sont en désaccord ont l'opportunité de discuter, donc de dialoguer, pour pouvoir envisager des solutions et des compromis. Évidemment, s'il n'y a pas du tout de dialogue, il y a le risque que chacun aille dans une forme de polarisation de plus en plus importante et que cela soit extrêmement dangereux pour le pays. Donc oui au dialogue. Et je pense à nouveau que les conditions d'organisation de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, évidemment, sont un élément de tension. Et donc il faut absolument que les acteurs qui vont aller à cette élection puissent dialoguer. Si ces acteurs ne sont pas d'accord sur les révisions du fichier électoral ou le délai de finalisation de cette révision, si les acteurs ne sont pas d'accord sur le mode de fonctionnement de la commission électorale présumée indépendante, il faut évidemment qu'il y ait des possibilités de dialogue au plus haut niveau sur ces aspects-là. Mais je ne pense pas à nouveau que le dialogue en soi garantisse nécessairement d'avoir des solutions pour une élection apaisée en Côte d'Ivoire. Et la pandémie de la maladie à coronavirus peut-elle contribuer à jeter de l'huile sur le feu finalement, jeter le feu aux poudres? Je ne sais pas parce que la pandémie peut jouer dans les deux sens. D'une certaine manière, le fait d'avoir une crise sanitaire a l'effet de polariser un peu tout le monde sur cette crise sanitaire et finalement peut créer des possibilités disons, d'une sorte de pause sur le plan de l'affrontement politique.
Mais de l'autre côté, évidemment, la pandémie peut devenir un élément important dans la campagne électorale, notamment pour critiquer la manière dont le pouvoir en place gère la pandémie, ou pour le pouvoir en place mettre ça en avant au contraire comme étant un élément qui justifie son maintien au pouvoir. Donc la pandémie peut vraiment jouer dans les deux sens en fonction de la manière dont elle va évoluer, notamment en Côte d'Ivoire au cours des prochains mois. Je crois que si on a une tendance évidemment haussière, voire explosive au niveau du nombre de cas et peut-être des décès, et cela ne va évidemment pas jouer en faveur du pouvoir en place. Mais si on a le sentiment que la pandémie est contrôlée en Côte d'Ivoire, cela va plutôt jouer en faveur du camp Ouattara. Et pour terminer avec vous, docteur Yabi, si vous étiez à Alassane Dramane Ouattara, que feriez-vous dans cette situation? Que peut-il faire pour sortir la tête haute, le président ivoirien? Je pense que dans notre région et sur notre continent, un des éléments clés qui va nous permettre d'avancer, c'est vraiment un retour de l'éthique en politique. Et lorsque je parle de l'éthique, c'est que lorsqu'on prend des engagements, on les respecte. C'est un élément qui me semble être extrêmement important, qui est souvent négligé. On s'est habitué, y compris au sein des populations, à se dire finalement, c'est pas très grave si un président dit qu'il va partir et qu'il ne part pas. Et je crois que si les sociétés civiles aussi accompagnent ce mouvement finalement de disparition de l'éthique dans la manière dont on gère les affaires publiques, évidemment, on a peu de chances de faire face aux défis qui sont colossaux dans nos pays. Donc, mon conseil au président Ouattara, le premier conseil, c'est évidemment de respecter son engagement de partir. Et je dirais le deuxième conseil, ce serait de considérer que ce n'est pas à la personne qui est en place, au président qui est en place, même s'il décide de partir, de choisir son successeur. Je crois que ce sont des éléments qui sont très importants en termes de signal. Mais je crois que la Côte d'Ivoire, évidemment, a besoin de signaux beaucoup plus importants que cela. Merci, docteur Olakunle Gilles Yabi. Vous êtes le fondateur du think tank Ouati. Qu'est-ce que ça signifie, Ouati Alors, Ouati, ça signifie West Africa Think Tank, mais ça signifie aussi surtout le temps. Une déformation un peu de Ouati qui signifie temps en Bambara, une langue au Mali, mais aussi dans beaucoup d'autres pays de la région. Et c'est l'idée que nous devons travailler vraiment avec un sentiment d'urgence pour faire face justement aux défis dans tous nos pays ouest africains, mais que nous devons aussi comprendre que ce travail demande de la détermination et prendra beaucoup de temps. Donc, travailler sur la longue durée, mais aussi avec un sentiment d'urgence. Merci, docteur Yabi, pour votre disponibilité, votre expertise géopolitique. Vous étiez en duplex avec nous de Dakar au Sénégal. Et bonne journée sur place. Merci à vous. Merci à vous. Autour au plateau, Innocent Kagbala, vous l'avez suivi, Gilles Yabi, de Dakar au Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, on peut ajouter le Burkina Faso, le Nigeria. La sous-région n'est quand même pas tranquille. Est-ce que cette pandémie ne va pas amener... exacerber la crise? Tout à fait. Je pense que non, parce que nous avons quand même des gens qui devraient normalement être à l'écoute de leur peuple. Et je pense qu'il y avait des problèmes, bien avant la crise qu'il faut résoudre. C'est surtout des problèmes politiques. Je pense que quand vous faites mal les élections, vous devez aboutir sur une crise politique. Donc il faut faire en sorte de mettre la balle à terre, de discuter avec l'ensemble des acteurs et de trouver une solution qui arrange tout le monde. Quand vous prenez le cas du Mali, le cas de la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ont eu une réussite sur le plan économique, mais sur le plan social et politique, je pense qu'on n'a pas suffisamment pacifié le pays. Il faut pacifier le pays. Il faut discuter avec les gens. Il faut leur permettre de rentrer. Il faut créer des conditions pour qu'on puisse s'accepter mutuellement. Parce que si vous ne le faites pas, ça va vous rattraper. Et je pense que avec la contribution de la CEDEAO et puis l'ensemble des acteurs politiques, on peut trouver des solutions. Parce que si on ne trouve pas ces solutions, ça va déboucher inévitablement à une crise politique d'ampleur. Et c'est ce que nous craignons. Et qui risque de menacer toute la sous-région. Oui. Innocent Kagbala, nous allons commencer par répondre aux questions des téléspectateurs. Nous allons prendre notre fidèle Richard de Cara, 91 62 16. 91 62 16. Il nous dit, à mon sens, l'une des conséquences politiques de cette crise sanitaire demeure l'enlisement des activités politiques devant conduire à réaménager toutes les instances de direction, car certaines personnes devraient quitter leur poste
pour manque de résultats, mais continue de jouir des avantages liés au poste. Par ailleurs, diriger numériquement ne permet pas toujours un contrôle efficace. Je n'ai pas de commentaire, c'est son analyse à lui, mais je pense qu'on ne dirige pas le pays numériquement. Peut-être qu'on ne peut pas faire des réunions, mais s'il veut parler du gouvernement, je pense que chaque ministre continue par remplir sa charge. Maintenant, il revient au président de nommer un nouveau Premier ministre et nommer son gouvernement. C'est lui qui a gagné les élections. Ou de reconduire le Premier ministre actuel. Je n'en sais trop rien, ça c'est le problème des conservateurs. Je suis dans l'opposition, je fais le contrôle de l'action du gouvernement et je critique quand il faut critiquer. Des tractations sont en cours pour la formation de nouveau gouvernement. Est-ce que vous avez été consulté? Pour le moment, non. Mais je pense que le Premier ministre n'est pas encore nommé. Non, je pense que c'est trop tôt. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Nous l'avons souvent dit, nous ne sommes pas intéressés par des postes ministériels. Nous ne sommes pas intéressés. Donc, si on vous fait appel... Je n'ai pas dit ça, on avisera. Mais notre combat, ce n'est pas pour être ministre, non. Mais si on vous appelle pour apporter votre contribution au développement du pays, vous nous avez dit que vous aimez le Togo. Si le Togo vous appelle, est-ce que vous direz non? On avisera. Ça dépendra du projet qu'on va nous proposer. On avisera pour un homme politique, ça veut dire oui? Non. En temps opportun, on discutera, on avisera. Pour le moment, nous contrôlons l'action du gouvernement au Parlement avec le député Tama et puis nous continuons par faire notre travail. Donc, c'est ce qui nous importe pour le moment. Ils ont gagné les élections, ils peuvent faire le gouvernement et diriger le pays. Merci pour votre réponse. On va prendre le 92-85-10. 92-85-10. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il jette des fleurs à New World. Merci infiniment. C'est tombé dans les oreilles directionnelles. Alors, tous ceux qui sont bien informés parlent de vigilance. Mais franchement, parlant de la population, elle n'est pas du tout vigilante. Les mesures barrières sont peu respectées. Est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment mettre en place une stratégie de sensibilisation pour ne pas être surpris, surtout que le couvre-feu et les bouclages ont été levés? Oui, pour bon nombre de Togolais, la fin du couvre-feu et puis le bouclage des villes qui a été levé, pour beaucoup de Togolais, ça signifie que c'est la fin de la pandémie. C'est ça le problème, parce que c'est comme ça que les gens l'ont compris. Et je pense que nous avons sorti une analyse il n'y a même pas une semaine pour dire qu'il faut faire attention, il faut maintenir le même niveau de sensibilisation et expliquer que nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire. C'est fondamental au niveau des bars, au niveau de nos habitudes. Cette crise nous amène à changer notre façon de vivre. Et peut-être que nous allons vivre avec la crise pendant longtemps. Ouais. Ce n'est pas la fin de la crise sanitaire au Togo. Donc nous devons maintenir les mesures barrières et savoir que la situation a permis au gouvernement de lever un certain nombre de mesures allant dans le sens des restrictions des libertés. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la fin de la crise. Donc nous devons maintenir la vigilance. Mais comment faire pour maintenir la vigilance dans la durée? Ça fait plus de 3 mois quand même qu'on se tient les couilles. On doit sensibiliser la population, leur dire... mais le problème, c'est pas un manque de sensibilisation, mais à un moment donné... On doit sévir, c'est ça? Le mental lâche. Non, on doit continuer par dire à nos concitoyens que nous sommes encore très loin. Je ne sais pas si on atteint le pic ou pas. Il revient aux spécialistes de dire si on atteint le pic ou pas. Mais nous allons vivre parce que ça modifie notre façon de vivre dans notre société. Ça modifie nos habitudes dans nos entreprises. Donc peut-être que nous allons vivre avec la crise pour longtemps. Donc il va falloir que nous puissions adopter d'autres façons de vivre. C'est fondamental. C'est pour ça, dans la première partie, je vous ai dit, il faut qu'on réinvente notre société, nos entreprises, notre façon de vivre. Sinon, nous n'allons pas survivre. Il y a un téléspectateur qui pense que ce que vous avez dit n'engage que vous. 90, 88, 95. 90, 88, 95. Il dit comment peut-on affirmer comment pouvez-vous affirmer que c'est vous seul qui pouvez amener l'alternance et comment allez-vous vous y prendre? Le peuple est fatigué de l'hypocrisie de l'opposition togolaise. Oui, bon, c'est maintenant ceux qui vous promettent, c'est à eux. Pour le moment, je n'ai pas encore participé à une élection. Quand je participerai à une élection, on verra le résultat et on avisera. Mais pour le moment, ceux qui vous ont toujours promis... Vous savez, quand vous dites que vous êtes centriste, les gens vous critiquent à tort et à travers. Ben, nous, on est habitués. Nous, on est habitués. Mais ceux qui le suivent, c'est ça le problème. Celui qui pose la question, celui qui suit, qu'ils viennent faire le bilan et qu'ils nous disent qu'est-ce qui n'a pas marché. Je vous ai dit, après la finale de la Champions League, on va rejouer les matchs de poule. Mais on est encore dans les matchs de poule. Qui avait raison, en fait? Suivez mon développement depuis que j'ai commencé.
Vous suivez mon développement. Tout ce que nous avons dit, c'est ce qui s'est passé. Ceux qui disent le contraire, c'est à eux de venir s'expliquer. Ce n'est pas à moi de m'expliquer. C'est nous qui avions raison. Mais dis ça peut-être en comparaison avec vos résultats lors des législatives. Hein, où vous l'avez engrangé. Il n'y a pas de comparaison à faire. Je vous ai dit, vous allez me juger sur 5-10 ans. Vous me jugerez sur 5-10 ans. Aucun politicien ne parle comme moi. Vous allez me juger sur 5-10 ans. Il faut nous donner les moyens de notre politique. Donner le temps pour faire les choses. Mais c'est celui qui vous promet qu'il va battre les conservateurs ou Faure Gnassingbé à chaque élection. C'est à celui-là qu'il faut poser les questions. C'est lui qui doit venir faire son bilan. Puisque moi, je vous ai dit les conditions. Négociation avec UNIR, négociation avec l'armée. Il ne suffit pas de connaître des généraux, non. Je dis bien négociation. Négociation avec la communauté internationale. Le cas du Togo, le cas du Gabon, un certain nombre de pays, c'est complexe. C'est au-delà de ce que nous voyons. Donc, il faut prendre le temps de faire les choses, rassurer tout le monde et assurer l'alternance. Nous allons assurer l'alternance. Ceux qui nous suivent, c'est pour ça nous sommes en train de faire un travail de fond, un travail dans la durée. Donc, ceux qui sont pressés, ils savent la voie courte. Maintenant, par rapport à la voie courte, ils ont vu les résultats. Il faut discuter avec tout le monde. Moi, j'aimerais que nous puissions nous retrouver, par exemple, au niveau de l'opposition. La dynamique Poduro-Laine, c'est que tout le monde. Qu'on arrête de s'attaquer sur les réseaux sociaux. Contrairement à beaucoup, ce que lui il est en train de dire, contrairement à beaucoup, moi, je suis vraiment attaqué. Mais je n'ai jamais demandé à mes militants de répondre. Je n'ai jamais fait des audios pour attaquer d'autres partis au niveau des plateformes. Jamais je ne le fais. Parce qu'en le faisant, vous fragilisez vos amis de l'opposition. Mais comment voulez-vous qu'ils vous soutiennent à une prochaine élection? Vous ne devez pas mettre un système en place pour fragiliser les autres. Vous ne gagnez pas. Parce que le jour où vous aurez besoin de soutien, ils ne vont pas vous soutenir. Donc c'est de ça qu'il est question. 99, 39, 90, 99, 39. Pourquoi à la présidentielle de 2020, le PDP a-t-il postulé puis s'est retiré? De plus, quel parti le PDP a soutenu lors de cette élection? Donc le PDP existe depuis plus de 20 ans. Pourquoi accuser les autres de même époque? Qu'arrive-t-il entre... Bon, allez, ça fait plusieurs questions. On va répondre d'abord à ces deux. Alors, pourquoi vous avez postulé puis vous vous êtes retiré? Il me semble que votre candidature a été plutôt invalidée. Hein? Ce n'est pas un retrait. Injustement, nous avons été disqualifiés avec notre amiton. Nous avons été disqualifiés. Pourquoi vous dites injustement? Ben justement, tout le monde le sait. On ne va pas revenir là-dessus. Mais nous disons pour l'amour du pays, il n'y a pas de souci. De toute façon, on va rejouer les matchs de poule. Il y aura la finale de la Champions League encore dans 5 ans. Certains avaient dit à l'époque que ça ressemblait aussi à un arrangement. Non, il n'y a pas d'arrangement. Ben pourquoi? Quel est leur intérêt de vous laisser vous présenter et puis de vous disqualifier après? Mais quel genre d'arrangement vous pouvez avoir avec eux? Non, après, les motifs après qui ont le été dépôt évoqués, de la candidature. Non, mais les motifs qui ont été évoqués, vous n'avez pas... Attends, comment on peut dire que nous, on n'a pas de résidence au Togo? Mais les gens ont refusé de nous signer notre certificat de résidence au niveau de la mairie. Mais c'est tout. Mais nous, on ne tient pas rigueur à qui que ce soit. C'est tout. Mais de toute façon, on est en train de faire un travail, donc nous serons présents. Nous sommes actuellement présents. Nous serons présents pour toutes les autres élections qui viennent. Et nous sommes en train de faire un travail. Et je vous ai dit, dans les semaines à venir, nous allons lancer des projets. En étant même de l'opposition, nous pourrons participer à la construction de notre nation. Sur le plan économique, sur le plan social. Je dis bien sur le plan économique et sur le plan social. Mais comment les semaines à venir, ici, il faut entreprendre. Si vous attendez remplacer le chef de l'État avant d'entreprendre, si vous ne le remplacez pas, donc vous allez passer 30 ou 40 années dans l'opposition à ne rien faire? Non. Vous avez des contacts sur le plan international. Vous avez des gens avec lesquels vous commercez. Mais si vous pouvez faire quelque chose qui puisse aider la jeunesse, le plus important pour moi, d'ici 2025, c'est l'emploi des jeunes. C'est la création d'emplois. C'est le soutien aux startups. C'est ça le plus important. Maintenant, qui a raison, qui a tort? Je ne suis pas dans ce débat. Mais je dirais, les deux, celui qui est venu deuxième et troisième aux élections présidentielles, ils doivent arrêter de s'attaquer et s'unir contre notre adversaire commun qui est à l'ombre. On laisse la proie à l'ombre et on s'attaque. Mais comment voulez-vous réussir? Parce que aux prochaines élections, si c'est le numéro 2 qui a besoin du numéro 3 ou le numéro 3 qui a besoin du numéro 2, il n'aura jamais son soutien s'il continue comme ça. On est d'accord? On est d'accord? Mettons la balle à terre. Moi, je n'attaque personne. Simplement, ce que je veux faire admettre aux gens, il faut qu'ils acceptent leur erreur très souvent. Ils pensent qu'ils ont la vérité, très souvent. Tout ce qu'ils disent, on leur dit faites attention ici, faites attention là. Ils ne nous écoutent pas. Mais après, les conséquences, tout le monde les connaît. 93, 97, 47, 93, 97, 47.
Bonjour, honorable. Félicitations pour vos efforts dans la riposte contre la Covid-19. Que Dieu vous donne plus de moyens et d'énergie. Merci. La prière vous est adressée. Oui, c'est des encouragements. C'est pour ce genre de personnes que nous sommes engagés en politique et que nous voulons continuer. Parce que nous allons consacrer la moitié de nos indemnités à financer un programme d'écoute, d'assistance sur le plan social, sur le plan médical, sur le plan psychologique, pour écouter les gens qui ont été impactés. Sur le plan même du travail, pour apporter assistance à ces gens-là, nous allons recommencer dans peu de temps à distribuer des kits alimentaires. Donc le travail n'est pas fini. Le travail jusqu'à la fin, disons, on tend vers une sortie de la crise. Donc maintenant, l'après-Covid, nous sommes en train d'installer un projet économique et social. Et nous allons assister la population. En tant qu'honorable et chef de parti politique, je vous prierai de faire une proposition au gouvernement pour qu'il mette en place un mécanisme de surveillance des élèves sur les chemins de l'école, parce que la façon dont les élèves font sur les chemins de l'école, ça me fait peur. Ils sont en groupe, mais ils enlèvent leur cache-nez. Oui, comme pour les lieux de culte, c'est pour ça. Nous voulons qu'on ouvre les lieux de culte. Mais le danger, c'est le comportement des gens avant le culte et après le culte. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans les écoles, c'est pareil. Quand ils sont dans la salle de classe, ils mettent leur cache-nez. Quand ils sortent pendant la cour de récré, d'abord, ils ne respectent pas la distanciation. Et c'est ça qui fait peur. Il a raison. Mais est-ce qu'on a besoin d'un projet pour ça, de loi? Non. Je pense que le gouvernement... Il parle d'une interpellation, peut-être? Oui, c'est possible qu'on puisse faire une interpellation dans ce sens, oui, c'est possible. 90-20-27, 90-20-27. On parle ces derniers temps d'un scandale financier dans l'importation du pétrole, vu l'importance du montant en jeu. En tant que député, quelle est votre réaction? Non, nous avons lu, comme tous les Togolais, sur les réseaux sociaux, c'est des dénonciations. Maintenant, nous sommes en train de faire nos enquêtes pour voir si c'est vérifié. Et s'il le faut, nous ferons une interpellation. Mais pour le moment, c'est la presse. Donc, nous sommes en train de faire un travail de fond. Nous, notre travail avec l'honorable Tamas n'est pas faire du sensationnel, forcément vouloir. Non, c'est un travail beaucoup plus sérieux. Donc, nous allons intervenir sur la question dans peu de temps. Si c'est fondé, nous allons demander qu'on fasse les comptes. Mais si ce n'est pas fondé, on verra bien. Alors, honorable et député de quelle localité? J'aimerais avoir son contact, mais tout ça, on va voir après, vous nous écrivez après. Oui, bon, il peut venir nous voir au bureau, comme je l'ai dit, d'ici 2 semaines, nous allons, voilà, nous avons... Sauf s'il n'est pas à l'intérieur du pays, enfin, s'il est... nous pouvons lui donner... À l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Nous pouvons lui donner notre contact, il n'y a pas de problème. Ça, on va voir ça hors antenne. Tout à fait. Ouais. On va clôturer l'émission dans un instant, mais je voudrais donner la parole au président du Conseil national du patronat du Togo pour évoquer avec lui l'impact économique de la crise sur les entreprises. Nous avons rencontré donc en semaine Laurent Tamegnon, une courte interview, et nous revenons pour clôturer ce forum. Depuis le 6 mars, où notre pays s'est réveillé avec cette pandémie, nous avions au niveau du patronat déjà rapidement préparé un mémorandum sur lequel nous mettons nos visions. Et par la suite, nous avions concrétisé ça par des enquêtes qui ont été effectuées. Et il est clair que sur les 120 entreprises que nous avions, l'échantillonnage que nous avions choisi, nos visions se sont avérées très claires que nous allons vivre des moments difficiles parce que déjà, nous voyons dans l'enquête certaines entreprises qui ont systématiquement fermé. Je veux faire allusion à l'hôtellerie et puis à la restauration. Il y a les revendeuses, l'association professionnelle des revendeuses de pagnes du grand marché qui sont tombées carrément parce que vous savez que la plupart des clientèles viennent de l'extérieur, étant donné que les frontières sont fermées. Donc, elles n'avaient plus de clients. Et au niveau des autres entreprises, vraiment, c'est la croix et la bannière. Parce que comment gérer
les mesures barrières et en même temps travailler. Vous comprenez, surtout pour le problème de distanciation au niveau des industries, si vous prenez 120 personnes initialement, aujourd'hui, pour respecter cette distanciation, vous ne pouvez pas. Du coup, les entreprises connaissent des problèmes de diminution de personnel ou de diminution d'horaire au niveau des personnels parce qu'il fallait faire une rotation et ce qui fait que ça a des répercussions non seulement sur l'entreprise, mais également sur les travailleurs. Et de tout cela, aujourd'hui, la réalité est là. Et cette réalité a démontré que le secteur privé est complètement affaibli et que le coronavirus a porté un coup dur à ces entreprises et par ricochet à notre économie. Donc voilà, aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se prévaloir d'une santé même moyenne, parce que il est clair que aucun pays, aucun gouvernement ne s'y attendait. Et il n'y a pas eu de panacée, il n'y a pas eu de solution miracle. Donc il fallait réagir selon la physionomie que présente la maladie au jour le jour. Et ça fait que aujourd'hui, le Togo, nous pouvons nous réjouir que nous avons pu, quand je dis nous, évidemment, le gouvernement, la société civile, le secteur privé, il y a eu un effort, un élan de solidarité et dans lequel la maladie a su être gérée et nous avions de bons résultats. Et comme je le dis, et d'ailleurs c'est d'une façon générale, nous sommes conscients qu'il faudrait apprendre à vivre avec la maladie. Il faudrait que nous sachions que désormais, porter un masque doit devenir un geste automatique. Il faut qu'on comprenne, qu'on se lave régulièrement la main. Il faudrait qu'on comprenne le problème de distanciation. Nous avions ressenti l'effort du gouvernement à travers les différentes décisions qui ont été prises pour pouvoir soutenir le secteur privé. Je commencerai par les mesures fiscales. Et il y a une batterie de mesures qui ont été édictées et qui ont donné beaucoup de soulagement aux entreprises, que ce soit au niveau de la suppression des patentes, que ce soit au niveau de l'annulation des recouvrements, au niveau du dépôt des bilans. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et nous en sommes reconnaissants à l'État, au gouvernement. Et nous sommes conscients également que ces mesures ne vont pas sans causer des dommages au gouvernement. Aujourd'hui, en faisant un peu le calcul, nous nous rendons compte que le gouvernement doit être à plus de 200 milliards de manque à gagner par rapport à tout ce que la douane et les impôts doivent ramener. Par ailleurs, au niveau du port, vous savez que quand la crise a déclenché, à peine 30 conteneurs sortaient par jour et tout le reste s'accumulait. Du coup, il y a le problème de surestarie qui a surgi. Automatiquement, les ministères en charge du transport et du commerce ont pris un arrêté commun qui a permis d'annuler les surestaries parce que, indépendamment de leur volonté, les opérateurs économiques regardaient leurs conteneurs s'amasser au niveau du port et en plus ils devaient payer les surestaries. Du coup, la suppression des surestaries ont été annulées et la détention des conteneurs hors du port ont été autorisées avec beaucoup de facilité. Donc, de ce côté, c'est très appréciable. Mais ce que le gouvernement a fait et qui nous encourage et qui nous fortifie dans notre conviction d'avancer, c'est que les grandes politiques économiques n'ont pas été du tout abandonnées. Quand je pense d'abord
à la lancée du climat des affaires dans lequel nous nous sommes retrouvés et qui a permis au Togo de se hisser au premier rang au niveau de notre sous-région par rapport à la création d'entreprises et à tout ce qui concerne le climat des affaires. Laurent Tameignon, il est le président du Conseil national du patronat. Innocent Cabral, nous allons finir notre émission avec cette dernière question, 90, 25, 90. Alors, je jette des fleurs à Monsieur Kagbara depuis le canton de Bapuré. Il me semble que vous avez des origines non loin de Bapuré, non? Un peu loin? Oui, je suis élu de la région, à Dankpen, donc le canton de Bapuré fait partie de la préfecture de Dankpen. Alors, tout ce qu'il explique est clair comme une eau limpide. Il a vraiment une vision bien précise. Toutes mes félicitations à M. Innocent. On va en finir avec cette félicitation. Non, merci. Bon, c'est le lieu de remercier l'ensemble de nos militants, l'ensemble des Togolais. Nous appelons toutes les parties, surtout celles de l'opposition, qu'on se retrouve, qu'on fasse la paix et qu'on puisse réfléchir à notre vision pour le Togo. C'est fondamental. Parce que le camp d'en face, ils sont forts. Il faut reconnaître leurs forces. Et je dirais également aux conservateurs, cette crise de la pandémie fait que nous devons revoir nos habitudes, avoir une vision pour le pays. Le plus important, c'est l'amour du pays et faire en sorte que le plus petit des Togolais puisse avoir au moins 1 ou 2 repas par jour. C'est important. C'est important la redistribution parce que si on ne le fait pas, on va aboutir inévitablement sur une crise sociopolitique. Donc, ce que nous ne voulons pas au Togo, nous voulons la stabilité. Vous avez vu que la sous-région est en proie à des crises et le Togo doit assurer son rôle de leader, stabiliser la sous-région et je vous remercie. Merci Innocent Kagbara, député président du Parti démocratique panafricain. C'était agréable de vous avoir vu sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Merci. Nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour le deuxième panel de New World Forum. À tout de suite.